Les titres de ce soir, du terrain à la une. Quand le football amateur rencontre le regard d'un journaliste de l'équipe, jouons du bon côté. Comment lutter contre les incivilités sur les terrains amateurs entre France et horizon lointain, la carrière nomade de Jean-Yves Coué. Pour en parler, pour m'accompagner ce soir, à ma gauche, Ben Ali. Comment vas-tu, Ben ? Très bien, et toi ? Très bien, très bien. Merci d'être à mes côtés. Et un petit nouveau, Evan Margerin. Comment vas-tu, Evan ? Ça va super, et toi, Farid ? Très bien, merci messieurs d'être à mes côtés. Actualité oblige. On va avoir rapidement donc Damien Degore de l'équipe au téléphone. Le temps de le contacter et on va pouvoir échanger même quelques minutes avec lui sur son regard bienveillant sur le football amateur. On patiente en direct, le temps de le joindre. Et on va pouvoir passer à ce coup de cœur avec Damien Degore. Alors, ce sont les aléas du direct. Formidable. Bon, le temps de l'appeler juste après Damien, on parlera donc on fera un débat face à la persistance des incivilités dans le football amateur. La Fédération française de football a lancé le 26 février dernier sa nouvelle campagne nationale Jouons du bon côté, portée par Kylian Mbappé et Greg Mbok. Elle invite joueurs, entraîneurs et spectateurs à adopter le respect et le fair play. C'est le débat de la team en deuxième partie d'émission. Et puis en dernière partie, on aura le plaisir d'échanger, de mieux connaître, de faire le portrait de Jean-Yves Coué entre club français et expérience à l'international. Ce défenseur raconte un parcours atypique, riche en rencontres. Donc on aura le plaisir on me fait signe, il faut patienter quelques minutes, ça tombe bien, nous sommes en direct. Peut-être petit tour de table, messieurs. Damien Degore qui va parler du football amateur, c'est toujours bien, ça donne de la visibilité au foot amateur, Ben. Oui, c'est ce que je te dis souvent quand je viens dans cette émission, que le football amateur mérite d'être mis en lumière, et c'est bien aussi d'avoir des personnes, on va dire, du dessus, qui jettent un œil sur ce qui se passe, sur la vie de nos clubs, parce que voilà, le football, ça part d'en bas, c'est un sport populaire, et il faut mettre en lumière toutes ces actions parce que c'est rempli de bénévoles, de passionnés et de personnes qui se tuent à la tâche tous les jours pour faire vivre les clubs. Donc c'est bien quand on a une petite visibilité supplémentaire. Exactement. Et Evan, je crois que tu as quelque chose à nous dire concernant Damien Degore. C'est-à-dire... Non, tu le connais pas un peu beaucoup ? C'est un journaliste de l'équipe, oui. Donc on regarde beaucoup ses émissions à la télé, et c'est quelqu'un qui nous inspire beaucoup, nous les journalistes. Et en plus de ça, j'ai pu faire sa connaissance lors d'un stage que j'avais réalisé à l'équipe quand j'étais plus jeune en 3e. Et c'était vraiment une expérience assez incroyable. J'ai discuté quelques minutes avec lui. Je suis pas sûr qu'il se souvienne de moi, mais parce qu'il doit en voir passer des stagiaires. Maintenant, avec une paire de lunettes et des cheveux blonds, pas certain. On verra. Mais là, comme ça, au téléphone, peut-être il va reconnaître ta voix, si on arrive à le joindre, bien sûr. On patiente encore 3 minutes, d'accord, 3 minutes. Et je te donne la parole, Jean-Yves, parce que forcément, toi, tu as fait tous les terrains du monde presque. Mais tu connais, je présume, Damien Degore. Oui. Je le connais de vue, pas personnellement, mais je vois bien c'est qui. Et on a assez souvent à regarder les émissions de l'équipe 21. Les débriefs, et c'est un truc qui nous anime depuis petit. Exactement. Depuis petit, donc on voit à peu près toutes les têtes qui animent cette émission. Exactement, je le rappelle à nos auditeurs et auditrices, Damien Degore a été président d'un club amateur, le FC Serquigny la Nassandre, pendant 3 ans. Il en est toujours le dirigeant, mais il n'est plus président. Et il a lancé un tournoi également dédié au U11, le Rail Cup, qui se déroule tous les mois de mai. Donc c'est vrai que c'était l'occasion aussi d'en parler avec lui. Si on arrive à le capter dans quelques instants et nous parler un peu de ses expériences dans le foot amateur.
Et oui, c'est des choses qui arrivent. On va tenter une dernière fois de le joindre au téléphone, sinon on l'appellera à une autre occasion. C'est des choses qui arrivent. Et Damien Degord, je trouve d'ailleurs qu'il a souvent des analyses très justes. Exactement. Il n'en fait pas trop, donc c'est pour ça, je pense qu'avoir son avis sur le football amateur, ça peut être quelque chose d'intéressant. On espère l'avoir. Exactement, on espère. Il n'y a pas de raison. On a pris un peu de retard, mais c'est des choses qui arrivent. Après, il est peut-être déjà occupé par ailleurs. Donc dans ce cas-là, on reprendra rendez-vous avec Damien. Toujours assez accessible pour répondre à nos questions. Parce que c'est vrai que juste après, il y a un débat qui va, je pense, se faire parler et qui vous donnera l'occasion de partager un peu vos expériences. Ça tombe bien parce que là, il y a Evan, il y a Ben et il y a Jean-Yves. Je pense que vous avez de quoi raconter pendant une bonne dizaine de minutes à l'occasion de ce débat. Alors, je fais un petit signe à Damien. Est-ce que Damien du plateau En fait, Monsieur Degord est dans le métro, donc il nous demande juste, pour pouvoir commencer à répondre aux questions, de patienter une station. Ah, bon, ça va. Alors, maintenant, là, on n'a jamais été aussi près. Là, on arrive au bout du chemin, voire du tunnel, d'ailleurs. C'est facile à dire, mais on patiente, parce qu'on tient absolument à échanger quelques minutes avec Damien. Étant donné forcément, vu son expérience du côté de l'équipe. Du coup, il prend le métro. Donc c'est une info. C'est une info. Non, mais c'est une info importante, c'est qu'il n'a pas peur de se mélanger à la foule. Exactement. Exactement. Il n'a pas pris la grosse tête depuis qu'il passe sur les Il est pas l'homme du peuple. Mais quelque part, je suis pas étonné. Ce que je dois vous dire, c'est que je lui ai proposé d'être en attente, donc il entend le début de l'émission. De toute façon, on a dit que du bien de Damien jusqu'à présent. Et ça va continuer parce que c'est le cas. De toute façon, comme souvent avec nos collègues de l'équipe, ils sont toujours très accessibles. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux pour certains. Et puis Evan également, donc... Moi notamment une petite famille quelque part. Avec Grégory Schneider cette année, on a eu des... Oui, Grégory Schneider. On a eu des grands débats avec lui, c'était sympa. En effet. Donc, moi, je suis impatient quand même d'échanger avec Damien sur ce club, le FC Sarkiny-Nassandre, club dont l'équipe Fagno est en Régional 2, je crois du côté de la Normandie. Donc, ça va être très intéressant d'avoir son point de vue là-dessus. Et sur ce tournoi de jeunes, on en a tous fait, forcément. C'était pas si lointain, c'était l'année dernière. Donc ça va être... presque. Presque. Quelques années près. Enfin bon, toi, peut-être que c'était l'année dernière. Nous, ça fait plus loin. Un peu plus récent. Exactement. Peut-être que la station de métro est... C'est bon, allez-y, j'arrive là. Damien, merci. Je sais qu'on est très très en retard, donc je me dépêche et je rentre dans le vif du sujet. Damien Degord, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous avez dirigé un club amateur, le FC Sarkiny-Nassandre, pendant 3 années. Vous êtes toujours resté là, actuellement vous êtes dirigeant, et vous avez lancé un tournoi de foot, Rail Cup pour les U11. Qu'est-ce que ces expériences vous ont appris sur le foot amateur ? Ça m'a appris plein de choses, mais en fait, je suis pas tout à fait novice dans le foot amateur. J'ai toujours baigné dans le foot amateur. Ma porte d'entrée pour le foot, ça a toujours été le foot amateur. Et ça m'a appris que le foot amateur était souvent laissé livrer à lui-même, très souvent, quoi que certains grands dirigeants en disent. Ça m'a appris qu'il fallait quand même avoir la foi pour être bénévole dans le football amateur, parce que c'est pas toujours facile, on a peu de moyens, on voit comment la société évolue aussi, on a affaire des fois à des parents d'enfants de plus en plus exigeants, on est entre les parents qui sont de plus en plus exigeants, les élus locaux qui ne nous aident pas toujours à la hauteur qu'on voudrait, même si certains commencent à prendre conscience de l'importance d'avoir des clubs de foot dans leur ville, dans leur communauté de communes.
Ça m'a appris que ça m'a aussi donné beaucoup d'amis. Tous mes amis viennent du foot, de mon club de foot. Donc voilà, le foot amateur, c'est ma vie et ça le restera, je l'espère, encore longtemps. Bah, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, sachez que, même si je me doute, Damien, vous êtes très occupé par l'équipe TV, mais ici, vous avez une chaise pour vous quand vous voulez, comme consultant. Même si vous n'habitez pas Vous êtes tout à un peu côté. loin, vous êtes un peu loin de Paris, quoi. Faut plus que je prenne le métro, c'est le RER là, c'est ça? C'est ça. Exactement, exactement. Damien, le foot amateur, vous venez d'en parler, mais le foot amateur vit-il nécessairement dans l'ombre du football professionnel? Dans l'ombre? Oui. Bah, je sais pas s'il est dans l'ombre. Parce que est-ce que le foot amateur a besoin d'être dans la lumière? Ça c'est une question. Nous ici, on essaye. Non, mais c'est bien de le mettre en lumière. C'est très bien de le mettre en lumière parce que les bénévoles le méritent, parce que les dirigeants qui sont investis à 100% le méritent. Et c'est bien de le mettre en lumière. Mais en fait, quand on est dirigeant d'un club de foot amateur ou qu'on est bénévole dans un club de foot amateur, on le fait pas pour la lumière justement. On le fait par conviction, par amour du sport, par altruisme, par envie d'offrir aux autres, quoi. Voilà, Exactement. sans forcément de contrepartie. Donc voilà. Après, moi, j'ai bien conscience qu'il y a une différence entre être dirigeant dans un club de foot amateur en campagne, comme c'est mon cas, parce que le FC Cerquigny-Nassante, c'est un club rural, et être dirigeant dans un club de banlieue de grande ville, avec tout ce que cela suppose de contraintes supplémentaires. C'est pas toujours évident. Donc, je pense que c'est bien que des émissions comme les vôtres mettent en valeur le foot amateur. Moi, ça me réjouit. C'est bien que les médias le mettent en valeur, mais en fait, les bénévoles, ils n'attendent pas ça, quoi. En tout cas, nous, ici même, on essaie d'en inviter le plus souvent possible. Et C'est génial. Et Damien, on essaie de faire vite avant de laisser la parole à Evan et à Ben parce qu'ils ont quand même une petite question à vous poser. Dernière question pour ma part, le foot amateur est-il encore une véritable pépinière de talent pour le football professionnel? Absolument. Mais d'où viennent Ousmane Dembélé alors Désiré Doué, c'est un peu différent parce qu'il a toujours été formé dans un club pro, mais Ousmane Dembélé, avant d'être à Rennes, il était à Évreux. Avant d'être à Évreux, il était à Vernon. Enfin voilà, il a été pas formé, mais façonné un peu par le foot amateur. Et je peux en prendre d'autres, je peux en citer plein d'autres comme ça. Mathieu Valbuena, il vient d'où? Franck Ribéry, il vient d'où? Oui. Voilà, et puis je peux vous en offrir à l'appel, là, je vais me donner ça comme ça, là, mais donc oui, le foot, il y a vraiment besoin d'une solidarité pour le coup. Là, il n'y a pas besoin d'une mise en lumière, mais il y a besoin, en fait, voilà, ce dont le foot amateur a besoin, c'est de moyens. C'est de moyens. Et là, j'en appelle aux dirigeants de nos instances. C'est vraiment important d'aider le foot amateur et pas seulement par des grandes paroles ou par dire on va mettre des tant d'argent. Voilà. En fait, il faut les aider sur les installations, créer des terrains synthétiques, donner du matériel. Voilà, ça c'est important. Parce que oui, le foot amateur, c'est la pépinière du foot professionnel. Exactement. Avant de, donc il y a Ben qui a une question pour vous, mais je rebondirai par rapport aux deux joueurs que vous venez de mentionner, Mathieu Valbuena et Franck Ribéry. Quelque part, ça me fait plaisir parce qu'on est à peu près de la même taille. Comme quoi, il faut donner la chance même aux petits. Je laisse la parole à Ben. Bonsoir Damien. Bonsoir. J'avais une question justement, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais sur les bénévoles qui se donnent sans forcément demander on va dire de l'argent ou quoi en retour ou même de la reconnaissance. Je trouve que justement le football professionnel manque peut-être de reconnaissance envers ces gens-là. Complètement. Et aujourd'hui, quand on voit les matchs de foot, on voit beaucoup d'influenceurs ou de stars invités aux matchs de foot. Et est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas peut-être récompenser plus nos bénévoles qui font un travail exceptionnel dans nos clubs
et qui sont aussi de grands supporters et de grands fans de foot, et peut-être plus les amener dans les stades. C'est vrai, c'est pas facile, parce que pourquoi récompenser les bénévoles du club X et pas ceux du club Y, et ceux du club Y et pas ceux du club Z. En fait, voilà, c'est pas toujours évident. Ça, c'est pas toujours évident. Malgré tout, je sais qu'il y a des clubs quand même. Bon, je vais parler de la Normandie parce que c'est ce que je connais le mieux en termes de foot amateur. Un club comme le Havre ou un club comme le Stade Malherbe de Caen qui signent des accords de partenariat avec des clubs amateurs. Permettent aux jeunes de ces clubs d'assister à des matchs, soit sur invitation, soit par des places à tarif réduit, mais vraiment très réduit. Donc là-dessus, il y a une forme de reconnaissance, en tout cas, de certains clubs. Après, moi, je crois me rappeler, par exemple, que le Paris Saint-Germain, j'avais trouvé ça très élégant de la part du club, avait invité les joueurs d'un club amateur qu'ils avaient battu en Coupe de France 2 ou 3 tours précédents à un match de coupe, justement, à une demi-finale ou à une finale, même, je sais plus. Oui. Mais voilà, donc ce que vous dites, Ben, ça se fait. Peut-être pas suffisamment à nos yeux, c'est possible, mais ça se fait. Donc après, c'est pas facile d'inviter tout le monde. Voilà, il y a plein de gens qui mériteraient un peu plus de reconnaissance, un peu plus de gratification, mais voilà, c'est pas toujours évident. C'est pas simple. Il y a 2 millions de licenciés, c'est pas simple de les récompenser tous. Petite question d'Evan. Bonsoir Damien. Bonsoir. J'avais une petite question à vous poser. Est-ce que vous pensez que l'équipe pourrait consacrer une petite page ou peut-être un peu plus dans le monde amateur, dans l'idée de le mettre un peu, tu m'enlèves presque ma question. De le mettre un peu en valeur? En fait, l'équipe consacre quand même de la place au foot amateur pendant la Coupe de France. Voilà. Les clubs sont quand même vraiment mis en valeur. Il y a des reportages de faits. Voilà, l'équipe ne l'écarte pas d'un revers de main. Après, faire un rendez-vous régulier, c'est compliqué parce que il y a tellement. L'équipe, c'est quand même l'actualité du sport de très haut niveau, et c'est un choix, hein, mais c'est difficile de dire tous les jours on va donner une page au foot amateur, ou parce que déjà on n'arrive pas à donner tous les jours une page à un club comme je sais pas, comme Lyon, comme Saint-Étienne, c'est pas la cible de l'équipe, quoi. Mais on peut pas dire que l'équipe ne traite pas du foot amateur parce que quand il y a de la Coupe de France, tout ça, il y a vraiment des très beaux sujets qui sont faits là-dessus. Non, tout à fait. On est tous d'accord avec vous, Damien, autour de la table. Vous donnez de la visibilité. Peut-être qu'on pourrait faire mieux, mais ça, je présume que c'est pas vous qui décidez. Merci en tout cas, parce que je sais que vous êtes très occupé. Donc merci d'avoir répondu à nos questions, Damien. C'est un plaisir. Et si par hasard, si un jour Nabil Djeli n'est pas présent à vos côtés lors d'une émission, n'hésitez pas à m'appeler, moi je suis toujours disponible. Allez, moi je suis qu'un petit soldat à l'équipe, hein. Je ne décide pas. Je sais Damien. Merci en tout cas merci à vous pour votre invitation, c'était sympa. Merci encore Damien, bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, on a été pris par l'actualité et par le temps, mais c'était très intéressant. On sent quand même un passionné du football amateur. Ça fait plaisir. Ça sent après une implication qui est vraiment plus grande que ce qu'on pouvait l'entendre au début. Donc vraiment, quand on s'implique dans un club amateur et surtout dans le milieu où il se trouve là, je pense qu'il y a beaucoup de boulot. Et je pense même qu'il nous en a dit peut-être très peu sur tout ce... peut-être qu'on aura l'occasion de le réinviter une prochaine fois. Je pense que la porte est entrouverte. Et puis on réinvitera également Evan parce que a priori il n'a pas reconnu ta voix. Il l'a pas reconnu, c'est pas grave, je le reverrai plus tard. Il a mué entre-temps. C'est vrai. Il a bien changé notre ami Evan, et ça c'est vrai. En tout cas, merci messieurs, on va pouvoir passer à la deuxième partie de l'émission. Il est 19h, bientôt 36. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus sur RGB 99.2 FM, c'est le 100% football amateur. On parle d'une nouvelle campagne. Le 100% football amateur, le débat.
entre insultes, gestes agressifs et tensions sur les terrains, les comportements violents dans le foot amateur restent un problème majeur. Messieurs, avant de vous donner la parole, petit tour de table, avez-vous connu personnellement des insultes ou des gestes déplacés sur un terrain de foot? Ben? Oui. Oui. Mais n'en dis pas plus. Oui. Evan? Oui, également. Également. Et Jean-Yves, désolé de te donner la parole à cette occasion. As-tu connu aussi ce type de problème sur un terrain? On va dire oui, beaucoup. Beaucoup? Ça tombe bien. Donc je te laisse la parole. Comme ça, Jean-Yves, tu vas pouvoir quelque part nous faire partager tout ce que tu as pu connaître jusqu'à aujourd'hui, même si on sait que ta carrière est encore longue devant toi. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'agression que tu as pu connaître directement ou indirectement? En France, on va dire, c'était plus sur les petits matchs de coupe, on va dire. Les petits matchs Coupe de France ou Coupe du de Val d'Oise Coupe de France. Coupe de France? Coupe de France, sur les petits tours, Les premiers tours, alors. les premiers tours. Face à des clubs amateurs. À des clubs amateurs qui ont envie de gagner, qui ont envie de s'exprimer, de briller, faire un... Et sous quelle forme tu as connu ce type d'agression? Après, c'est pas personnellement des joueurs, ça vient surtout des supporters qui chauffent un petit peu les joueurs, puisqu'ils ont envie, comme les joueurs Bien sur sûr. le terrain. Mais après, voilà, faut pas le prendre au premier degré, parce que faut se dire aussi que eux, c'est le seul moment, on va dire, de la saison où ils arrivent à rencontrer des équipes plus hautes que leur équipe actuelle. Mais voilà, après, faut pas trop que ça déborde aussi. Exactement. Parce que, bon, moi je suis une personne où, sur le terrain, j'aime bien quand il y a un peu quand même d'activité, où tu sens quand même des supporters derrière leur équipe. Voilà, donc ça reste le football, pour moi. Ça fait partie du football. Mais voilà, c'est surtout quand ça commence à déborder, là, on rentre dans autre chose, quoi. Exactement, et ça fait partie du folklore, comme on peut dire, mais il ne faut pas que ça déborde trop. Ben, pourquoi les incivilités persistent-elles malgré les sanctions et campagnes précédentes dans le foot amateur? Parce que c'est, contrairement au niveau professionnel, quand il y a un débordement dans un stade, on identifie rapidement le supporter. Il est sanctionné, il est privé de stade, et du coup, ça a du sens, parce qu'il ne peut plus aller voir son équipe préférée. Donc ça a du sens au niveau amateur. Le supporter, ça peut être le boulanger du coin ou n'importe qui. Il passe par hasard ou il a un ami qui joue sur le terrain. Il se chauffe un petit peu. On ne pourra jamais l'interdire de stade parce qu'on ne sait pas qui il est. Il n'a pas nécessairement de licence. Il ne paye pas de droit d'entrée pour venir voir le match. Ça dépend des matchs, mais Voilà. normalement non. Donc à un moment donné, c'est plus difficile à contenir dans le football amateur parce qu'il n'y a pas ces enjeux-là. On peut pas aujourd'hui sanctionner directement les fautifs. Les clubs parfois prennent des sanctions, les matchs à huis clos, etc. Mais on ne peut pas aller à la racine du problème, on ne peut pas sanctionner les fautifs. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué. Evan, tu disais que tu avais connu aussi ce type de débordement. C'était à quelle occasion? Moi franchement, au niveau où je jouais, donc c'était en... Quel niveau? Ça allait de la D3 à la D5 D'accord. dans les Yvelines. Sans te mentir, Farid, c'était quasiment tous les matchs. Tous les matchs? Franchement, c'était quasiment tous les matchs et c'était lassant. Et donc ça allait de la balayette. Donc on va dire, c'est un peu... Bon, on coupe une action, on va dire. Oui, oui. Sauf que quand la balayette, c'est une fois, deux fois, trois fois, après, il y a l'autre qui se relève et qui va pousser l'adversaire. Et c'est comme ça que ça part en vrille quasiment à chaque match. Exactement. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'il faut éviter parce que dans le foot, je pense que tout le monde autour de la table et ceux qui nous écoutent, ce sont des gens qui aiment le foot et qui n'aiment pas la bagarre, sinon ils... Exactement, ça ils donne font pas du une MMA et autre bonne chose, image. Par rapport à cette idée de la Fédération française de football et l'implication des stars comme Kylian Mbappé et Greg Mbok, est-ce que selon toi ça va être suffisant pour influencer les jeunes joueurs? Moi je pense pas, parce qu'en fait ce qui se passe aux abords des stades, je pense que c'est un reflet de ce qui se passe dans toute la société en fait. C'est pas une question que du football, parce que des incivilités il y en a partout. Et après oui, voir Kylian Mbappé quand on a 8 ans, qui te dit
en gros, pas faire de Ouais, bêtises, exactement. on va peut-être l'écouter. Mais les personnes qui ont entre 18 et 25 ans, et voire plus, Bonne remarque, en Mbappé, effet, pas c'est Mbappé, ça sera la même chose. Hein. C'est vrai. T'es d'accord, Jean-Yves? Totalement d'accord. Mais voilà, après, bon, je pense qu'il essaie de faire passer un message du mieux qu'il peut au vu de son image. Mais c'est sûr que c'est pas la solution. C'est pas la solution. Il y a autre chose à faire. Comme quoi, par exemple? euh, Sanctionner, c'est quoi? Malheureusement, ça revient un petit peu à ce qu'on disait auparavant avec Damien. C'est qu'on manque beaucoup de moyens. Donc autour des stades, il n'y a pas de sécurité, clairement. Surtout à ces niveaux-là. Exactement, ouais. Ça manque totalement de sécurité. Les arbitres même ne sont pas en sécurité. Parfois, il n'y en a qu'un seul, d'ailleurs. Parfois, il n'y en a qu'un seul, dans les niveaux plus bas. Oui. Et voilà, donc c'est un tout. Il y a encore beaucoup à faire. Malheureusement ou heureusement, mais en tout cas, il y a encore beaucoup à faire. Oui, en effet, il n'y a pas assez de moyens encore de la part de la Fédération française de football, ou en tout cas un retour de la part des clubs professionnels. Ben, quel rôle les parents, entraîneurs et clubs devraient-ils jouer pour promouvoir le respect sur le terrain? Je le rappelle, tu es coach d'une équipe Fagnon qui est en Régional 2. Ouais. Tu es également responsable de l'école de foot. Donc tu es sur le terrain. Oui, je suis sur le terrain et c'est vrai que aujourd'hui il y a beaucoup de passions autour du football qui sont liées à la passion du sport et peut-être aussi à un moment donné à une vision d'une ascension sociale facile, qui ne l'est pas mais qui semble facile. Donc je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se projettent. Donc il faudrait faire plus de pédagogie. Ouais, je pense qu'il faut sensibiliser un peu plus les parents, les mettre aussi en face de la réalité sur les chiffres. Mais je t'arrête, Ben, parce ouais. qu'en début de saison, parce que j'ai été aussi dans un club de foot et j'ai joué de longues années aussi, donc membre d'un bureau, il y a souvent quand même un discours d'avant-saison, un début de saison, donc il y a déjà une prise en compte, quelque chose de fait. Il y a souvent ces réunions de début de saison, il y a à chaque fois qu'il y a un débordement, il y a une réunion qui s'ensuit, mais c'est un travail qui est incessant, en fait. C'est un travail de tous les jours. Je pense aussi qu'il faut, en tant qu'éducateur, mettre aussi les distances nécessaires, parce qu'on se perd aussi un peu là-dessus. Entre éducateurs et joueurs? Entre éducateurs et joueurs, entre parents et joueurs, entre parents et éducateurs. En fait, il faut que chacun tienne son rôle. Et là où ça devient compliqué, c'est quand tout le monde veut essayer aussi d'avoir un avis sur ce que l'autre devrait faire. Chacun doit rester à sa place. Moi, l'exemple que je prends souvent, c'est que j'ai beau manger du pain tous les jours, je ne vais pas aller expliquer au boulanger comment il doit faire son pain. Et pourtant, du pain, j'en mange. D'accord. Donc le papa qui va, ou la maman, qui va consommer du football tous les jours, et qui peut peut-être même jouer au foot, ne peut pas venir expliquer à l'éducateur. Non, chacun doit rester à sa place. Qui est formé, qui est compétent, qui est diplômé, comment il peut avoir un avis, mais ce n'est pas son rôle. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment délimiter les rôles de chacun, mettre les barrières nécessaires et rappeler à chacun son rôle continuellement pour que si tout le monde reste à sa place, en général, il n'y a pas de débordement. Es-tu d'accord avec ça, Evan? Oui, complètement. Je pense que c'est une prise de conscience, surtout de la part des parents, en fait. Parce qu'on aura beau prendre des milliers et des milliers de mesures, si les parents au bord du terrain, ils ont décidé que leur fils était le prochain Mbappé, justement, comme on en parlait, ils vont les pousser, quitte à dire des choses qui ne se disent pas aux abords d'un stade de foot, notamment quand on a 10 ans. Et malheureusement, tant que les parents n'auront pas compris ça, que les enfants ils viennent jouer au foot pour prendre du plaisir, être avec leurs potes et pas forcément pour être footballeur professionnel, ça va être compliqué. Bon, peut-être que tu joues encore au football ou tu as décidé d'arrêter pour des raisons professionnelles, Evan, mais est-ce que ça pourrait est-ce que ça t'a peut-être fait réfléchir à arrêter ta passion, le fait d'être toujours confronté à ces incivilités tous les dimanches? Oui, clairement, parce que si je suis aussi dans l'émission, c'est parce que j'aime le football profondément. Et pour moi, aller le dimanche après-midi pour se battre ou pour insulter des gens, c'est pas ma vision du football. Et je comprends pas en fait comment on peut avoir cette vision-là en fait de gâcher une après-midi pour aller prendre des cartons rouges. Parce qu'après le jeudi, il faut aller en commission de discipline aussi. Oui. Alors que tu as du travail, tu as tout ça. Et puis surtout, c'est des frais aussi pour le club. C'est ça. Aussi. C'est le club qui paye, sachant qu'on est des clubs amateurs et qui n'ont pas forcément beaucoup de budget. Il y a de moins en moins d'argent dans les caisses.
Donc non, je pense vraiment que c'est une prise de conscience de la part de toute la sphère football, en fait. Toute la sphère football amateur qui doit prendre conscience que c'est nous qui détruisons notre propre football. Bon, je pense qu'on ne pouvait pas mieux terminer par ces belles paroles de notre ami Evan. C'est pour ça que je vais le réinviter prochainement. Il a du potentiel, notre ami Evan. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Il est 19h, bientôt 47, toujours en compagnie donc de Ben et d'Evan. On termine avec l'itinéraire d'un footballeur entre passion et frontières. Le 100% football amateur, l'interview. Défenseur central d'expérience avec un style à l'anglaise, véritable homme de vestiaire, Jean-Yves Coué a un parcours hors norme. Nous avons le plaisir de le recevoir en plateau. Ton parcours est long comme mes deux bras, Jean-Yves. Mais peux-tu nous raconter tes débuts au CFFP et à l'ACBB ? Ça remonte loin, mais de très belles années où j'ai connu, on va dire, le niveau élite de cette catégorie, où j'ai commencé par l'ACBB en 14 fédéraux. Tout nouveau pour moi, genre de quartier comme beaucoup de Parisiens. Comme nous. Où je découvre les niveaux où tu pars jouer contre des équipes comme Le Havre, Caen, etc. Et tu découvres, tu découvres, on te donne des parkas, tu prends le car, tu sais pas où tu vas exactement, mais tu pars jouer. Mais en tout cas, ouais, de très belles années où tu commences à connaître, on va dire... le haut niveau. Le haut niveau. Parce que derrière, tu vas connaître aussi le stade de Reims. Stade de Reims, c'est ça. Et quelle leçon tu en tires de cette évolution ? Ce qui est bien, c'est que ça te prépare tout doucement un peu au niveau pro, en tout cas des catégories jeunes pro, et tout ce qui est déplacement, mise au vert, etc. Et une fois que tu arrives au centre de formation, tu n'es pas spécialement dépaysé puisque tu l'as connu un petit peu auparavant, même si tu n'es pas dans une structure pro. Et après, arriver en centre de formation, tu t'adaptes comme tout le monde. Stade de Reims, c'est toi qui l'avais choisi, ou c'est tes parents, ou c'est l'éducateur de l'époque à la CBB ? On va dire, moi, je suis un peu à l'ancienne où on n'avait pas tout ce suivi au niveau des parents, des frères et sœurs, où tu décidais un peu de toi-même. Tu étais un peu livré à toi-même. D'accord. Parce que le foot, c'était pas populaire comme ça l'est maintenant. C'était un peu un choix professionnel, un choix de carrière que tu faisais de toi-même, on va dire. Donc, et pourquoi avoir choisi Reims alors ? Moi, à part pour le champagne, mais je pense qu'à l'époque, tu n'en buvais pas. Non, du tout. En fait, si vous voulez, moi, je suis parti à Reims parce que c'était pas trop loin de Paris. Je sais que c'était ils ont une histoire. Oui, tout à fait. C'est un club qui a une histoire. Et du coup, moi, ça me facilitait un peu pour rentrer les week-ends. C'était un peu plus proche pour partir voir mes parents. Parce que les premières années, c'est pas facile. Tu quittes oui, on n'en parle pas assez de l'envers du décor. L'éloignement familial n'est pas simple à cet âge-là. Jean-Yves, avant de laisser la parole à Ben et à Evan, ensuite tu vas connaître aussi l'AS Cannes. L'AS Cannes, c'est ça. L'AS Cannes. Comment as-tu vécu ce premier vrai défi en club professionnel ? Très bien. Sachant que Reims, c'est pas tout à fait pareil que Cannes. C'est pas tout à fait pareil, mais à l'époque, en tout cas, c'était un très bon club où on avait un président de club qui venait... Je parlais de dépaysement et du temps. Et du temps, pardon, ok. Écoutez, le climat et tout, c'est ça ? Oui. Franchement, ça change. Ça change parce que moi, quand j'arrive à Cannes, pour vous dire, je connaissais pas vraiment la ville, donc... Moi, les gens, quand ils me disaient Cannes, ils me parlaient de Cannes comme une station balnéaire où c'était des vacances pour beaucoup. Donc, dès que j'arrive là-bas, franchement, ça se passe super bien. Il fait chaud, faut s'adapter au climat où il fait chaud. La préparation, c'est dur. Tu es obligé de redoubler d'efforts pour essayer de te conditionner à ça. Mais après, voilà, quand tu aimes le foot et tu sais ce que tu veux, tu travailles et... Sachant que là, tu étais vraiment livré à toi-même. Totalement. Parce qu'autant à Reims,
T'es pas très loin de la maison, de la famille. Maison, c'est ça. La Cannes, c'est plus loin. C'est plus loin. On passe un appartement où tu es obligé de te débrouiller toi-même. De tout faire toi-même. Tout faire toi-même. Bon, après, on avait la chance où le club prenait en charge quand même le logement. Mais bon, fallait faire tes courses, fallait te faire à manger, faire tes machines. Donc, tu commences à devenir un homme tout doucement. Et c'est une bonne chose. En tant qu'homme, tu grandis en tant qu'homme, mais en tant que footballeur aussi. Et voilà, c'est que des bons souvenirs en tout cas. Des bons souvenirs. Je laisse la parole à Evan. Est-ce que tu parlais que du coup tu jouais à la CBB, ouais. Après tu es parti à Reims et à Cannes. Est-ce que tu as vu une différence majeure de niveau entre du coup, le centre de formation et la CBB? On va dire la différence, elle se fait plus sur l'exigence de travail, où on t'en demande plus, où on te demande de pousser les efforts plus haut. Parce que quand tu arrives en centre de formation, en fait, c'est simple. Tu arrives en 17, le but, c'est limite de ne pas jouer en 17 ans. Donc, le plus important, c'est ce qu'ils font, c'est ils te poussent au plus haut pour voir si tu as le coffre pour assumer, pour passer de 17 à 18 assez rapidement et évoluer chaque année, si ce n'est pas chaque 6 mois. D'accord. Et c'est là où elle se fait la différence. Et c'est là où tu vois, t'en as qui passent et t'en as qui passent pas. Après, c'est pas que sur le terrain, t'as aussi en dehors du terrain. Oui, exactement. Mais en tout cas, sur le terme du travail, c'est ça. Et techniquement parlant, il y a une grosse différence entre les joueurs avec qui tu jouais avant et... Techniquement parlant, non. Je dirais pas. En tout cas, pas énormément. Ça se fera plus sur le côté tactique. Okay. Tactique, voilà. Ouais, tout à fait. L'intelligence de jeu, l'intelligence de jeu. Ballon. Voilà, on t'apprend les déplacements, tout ce qui est tactique, quoi. Ben, une petite question. Ouais, pour revenir sur ton parcours, il y a beaucoup d'étapes là. C'est bien. Non, mais c'est. Attends, je fais signe à Damien. Si on peut parler jusqu'à minuit. Ouais, c'est bon. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à raconter. T'as connu plusieurs pays, donc vu des approches footballistiques différentes, des méthodes différentes. Donc c'est ce qui fait le joueur que tu es aujourd'hui. Donc pour un Français qui n'a pas encore voyagé à l'étranger pour du foot, où est-ce que tu t'es senti le mieux, où tu as senti que tes qualités elles étaient le plus reconnues lors de tes voyages? Et là où ça a été le plus compliqué, le plus et le moins? J'ai un seul pays en tête, c'est l'Angleterre, clairement, où on va dire ta première année où tu arrives, l'acclimatation c'est très, très difficile parce que il faut apprendre la langue. Donc c'est ta première année, tu comprends pas grand-chose parce que l'anglais que tu apprends à l'école et sur le terrain... on a beau dire que le football c'est un langage universel, il faut quand même parler un peu. Il faut quand même parler un peu. Après oui, bon, tu comprends le football sur le terrain avec les coéquipiers, mais voilà, après il y a le côté tactique aussi. Exactement. Où on te demande cette exigence-là et si tu parles pas la langue, c'est compliqué. Après bon, ce qui est bien c'est que tous les passionnés de foot qui sont sur le terrain, bon, ils font le nécessaire pour t'aider au mieux. Mais le plus gros, ça vient de toi. Si tu te donnes les moyens de tendre l'oreille et avoir cet apprentissage de la langue assez rapidement, ça va te faciliter aussi sur le terrain. Je le rappelle à nos auditeurs parce que donc après la France, tu as connu la Belgique et le Liban. Après, donc, tu vas passer 5 années en Angleterre. C'est ça. Et des expériences en Espagne et en Jordanie. C'est ça. Donc, c'est des pays quand même assez différents. Oui, le foot respire autant dans chaque pays? Cette passion-là, oui. Après, chaque pays a sa particularité où les méthodes de travail ne sont pas spécialement les mêmes, où l'exigence de travail c'est pas le même aussi. Mais en tout cas, cette passion-là, tu la retrouves quasiment dans tous les pays en tout cas. Avant de laisser de nouveau la parole à Ben et à Evan, donc tu pars à l'étranger, tu prends
tu te lances un défi forcément parce que c'est jamais simple d'aller de se remettre en question à l'étranger. Pourquoi tu t'es dit que en France les portes étaient fermées? Pas spécialement fermées, mais depuis petit en fait, si tu veux, j'avais besoin de découvrir. Ah, depuis tout petit déjà? Depuis petit, en tout cas depuis le centre de formation où je regardais beaucoup le championnat anglais. Et bon, on a loupé un petit passage, mais avant ma signature au Stade de Reims, je suis parti en Allemagne. Ah oui. Donc je suis parti en Allemagne, donc j'étais à Munich 1060. C'était le deuxième club de Munich. Oui, c'est important quand même. Voilà. Donc en gros, je suis resté là-bas à peu près 2 mois. Et j'ai beaucoup travaillé, j'ai connu l'exigence du haut niveau à l'étranger. Et ça m'a beaucoup motivé aussi pour signer à l'étranger en Angleterre. D'accord, dans le pays où je de voulais. repartir là-bas. Voilà. Mais en tout cas, l'Angleterre, c'est un pays que je voulais absolument aller. Et j'ai eu la chance d'aller. Beaucoup de belles années où j'ai passé. Très difficile aussi. Mais là, en parlant, on t'écoute avec attention. On voit dans tes yeux plein de souvenirs revenir. Ouais. Est-ce que là, il y en a un qui te revient plus qu'un autre? Quand j'ai été champion de conférence nationale, on est monté. C'était à quel âge? T'avais quel âge? J'avais exactement 26 ans. D'accord. Avec quel club? Torquay United. C'est un club du sud de l'Angleterre. Okay. Un club qui est aussi un passif dans le football anglais. Et j'ai connu des belles personnes. Un club qui respire. Donc le titre, t'as gagné le titre avec ce club? J'ai gagné le titre avec eux. C'était une de mes meilleures années en Angleterre. Et donc beaucoup de souvenirs qui remontent. T'as toujours été défenseur d'ailleurs? Non. Non. J'ai évolué en tant qu'attaquant quand j'étais à la CBB. Ah, c'est souvent le cas. On commence devant et on redescend derrière. C'est ça. Donc j'étais attaquant à la CBB, on va dire plus 9,5. Donc je tournais un petit peu autour de l'attaquant. Dès que je suis passé de la CBB au CFFP, je suis passé 6. Et du CFFP au Stade de Reims, je suis passé. Au Stade de Reims, je faisais milieu de terrain, défenseur central. Et ensuite, quand j'ai été surclassé en 18 ans au Stade de Reims, ils m'ont laissé défenseur central. Une question? Ouais, bon, regarde justement là, de ton parcours. Tu parles beaucoup de détermination et tout. On sent que tu as vraiment un mindset de gagnant. Parce qu'il faut le dire, réussir une carrière, c'est pas donné à tout le monde. Complètement. Mais, surtout à travers ces pays. Voilà. Mais du coup, est-ce que, avec du recul, il y a des choses que tu ferais différemment? Ou peut-être des choses que tu as peut-être entre guillemets loupées, qui auraient pu te permettre de passer encore une étape supplémentaire dans ta carrière? Bien sûr. Je pense que tout footballeur, à un moment de sa carrière, il se dit qu'il aurait pu faire les choses autrement. Mais franchement, je regrette rien. Parce que, comme je dis, à l'époque, on n'avait pas ce même suivi avec la famille, etc. Et il y a des passages de ma vie en tant que professionnel où j'aurais pu peut-être faire plus ou donner plus. Mais à ce moment-là, chacun vit la chose différemment. À sa manière. C'est vrai qu'avec du recul, tu te dis, j'aurais pu peut-être me donner un peu plus, à apprendre peut-être plus vite la langue ou autre. Mais à un certain âge, quand tu es jeune aussi, c'est pas facile de se donner cette exigence-là. C'est ça. Donc, mais en tout cas, je regrette rien de ma carrière. Evan, t'as passé une dizaine d'années à l'étranger, approximativement. Pour toi, qu'est-ce qui différencie le football français, ce que tu as appris en France, et le football à l'étranger? On va dire la différence, c'est l'exigence de travail, clairement. Ça veut dire quoi en France, je dirais pas on se donne pas autant. Je dirais pas qu'on est moins exigeant, mais le truc, c'est que nous, on a la chance, en tant que Français, d'avoir
on va dire, toutes les qualités techniques pour être au-dessus de la moyenne des pays étrangers. Ça, c'est la grosse ligne que j'ai en tête. Après, en termes d'exigence de travail, c'est vrai que moi qui suis passé par l'Angleterre, qui ai eu cette petite expérience en Allemagne, l'exigence de travail, elle n'est pas la même. Ouais, comme quoi le français n'est pas habitué à travailler autant. Il n'est pas habitué à travailler autant. Ça, c'est une vérité. En termes d'infrastructure aussi, c'est vrai qu'ils sont quand même au-dessus de nous, ces pays. En termes de matériel. Ah oui, oui. Il y a des choses que j'ai fait à l'étranger, je connaissais même pas, que j'ai même pas connu en centre de formation. Comme quoi on avait par exemple une espèce de plateforme où fallait sauter le plus haut. Et en fait, ça prenait la mesure de ta détente. Ouais. Ok. Donc plein d'autres choses, mais ça c'est des trucs qu'on n'avait pas en termes de matériel au centre de formation à l'époque. Okay. Peut-être maintenant il y a, sûrement, parce que ça se développe quand même plus, mais à l'époque c'est des choses qu'on n'avait pas. À l'étranger, ils sont en avance sur nous un peu. Ça. À l'étranger, ils sont en avance sur nous. Sur les infrastructures, franchement, pas mal de choses. Après, on n'est pas trop loin. Surtout maintenant, bon, je pense que ça a quand même pas mal évolué, mais à l'époque, en tout cas, ils étaient quand même en avance sur nous. On vient de m'appeler dans l'oreillette que j'ai pas forcément, hein, Jean-Yves. On m'a dit que ton dernier club en date, c'était Saint-Olomone. C'est ça. Tu n'es plus à Saint-Olomone. C'est ça. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Est-ce que c'est pour des raisons tactiques, sportives, personnelles ? Non, non, du tout. C'est de raisons personnelles. D'accord. Où, j'ai décidé de mettre en sommeil ? C'est ça, de quitter l'aventure malheureusement. Pas vraiment de mon plein gré, mais c'est des choses qui arrivent. Et en tout cas, je suis toujours supporter de Saint-Olomone et je continue de suivre les résultats. Donc tu as connu Madane Fofana. C'est ça. Ça, c'est un jeune coach en devenir. Comment étant donné ton parcours, quel est ton regard vis-à-vis de Madane ? Madane, je sais c'est une très belle personne avec qui j'ai de très bons liens, donc je le salue. Madane, c'est une personne qui est passée par un club où je suis passé, c'était l'AS Poissy. Ah oui. À l'époque, avant de partir en Angleterre. Donc on s'est connus sur les terrains. Et en tout cas à Saint-Olomone, j'ai passé on va dire 1 an et demi avec lui où ça s'est super bien passé. Il m'a mis capitaine cette année. L'année d'avant c'était Sambou Yatabaré, oui, qui est revenu d'ailleurs. Qui est revenu aussi. Qui fait du bien. Qui fait du bien. Dans la mission maintien, je présume. Ça. Parce que on est passé de tout à, on va dire à rien. C'est pas simple parce que vous avez aussi, et club amateur que vous êtes, en tout cas à Saint-Olomone, très peu de moyens. Avant de laisser de nouveau la parole pour une dernière question à Evan et à Ben, donc là t'es sans club. Je suis sans club actuellement. Et connaissant ton parcours, tu vois, ça doit quand même commencer à te chatouiller un petit peu. Bien sûr, je suis toujours amoureux du football et j'espère encore continuer pas mal d'années, mais pour l'instant je suis sans club. C'est entre parenthèses. Mais donc tu vas revenir sur le marché très rapidement. Rapidement, et voilà, la porte elle est ouverte. Et on verra bien. Est-ce que tu as un niveau d'exigence minimum, c'est-à-dire National 3 ? Oui, toujours. Je pense que j'ai encore les capacités pour évoluer à ce niveau-là. Donc les portes sont ouvertes et en tout cas je continue de me préparer pour une éventuelle signature, j'espère, à l'avenir. Le message est passé en direct, hein. J'arrive et n'oublie pas de nous faire signe et de ne pas oublier de nous reverser quelques pourcentages sur ta signature. Ben. Donc là, tu arrives quand même à un âge où à une époque, on parlait de retraite. Hein. Clairement, quand j'étais jeune et que je regardais le foot, un footballeur de 33 ans, c'était un footballeur sur la fin. Exactement. Aujourd'hui, on a Cristiano Ronaldo qui va peut-être repousser l'âge de la retraite du footballeur à 50 ans. Tu te vois plus team Cristiano Ronaldo ou il y a aussi Dante quand même à Nice. Hein. Ouais, c'est vrai. Faut le citer aussi. Ou team Toni Kroos. Voilà, ou team Toni Kroos, c'est exactement les teams que j'allais citer. Tu te vois jouer encore combien d'années ? Franchement,
tant que je continue d'avoir cette passion et cette exigence envers moi-même, pour rester à un certain niveau, je continuerai de jouer. Et après, c'est vrai qu'à l'époque, bon, c'était dans l'entre-deux. Quand tu arrivais on va dire, à mon âge, tu étais considéré comme un joueur d'expérience et où les clubs misaient un peu plus pour encadrer les jeunes. C'est toujours le cas, un peu moins, je trouve. Mais je me donne pas de limite, quoi. Nos limites. C'est ça. Ça tombe bien parce qu'Evan non plus n'a pas de limite. Donc à toi la parole. Avec cet éloignement de la France, voilà, comme une dizaine d'années, est-ce que là, toi qui viens de la région parisienne, un club en région parisienne, c'est une priorité pour l'avenir ou... Clairement, parce que quand t'es jeune, t'as pas spécialement de vie de famille. C'est plus le cas. Donc, principalement, j'aimerais rester sur la région parisienne. Parce que j'ai un enfant, donc j'ai pas envie de trop m'éloigner de mon fils. Mais voilà, après, on prend de l'âge, on a des projets en dehors du football aussi. Donc, voilà, si je reste sur la région parisienne, c'est pour essayer de faire le mix des deux. Sachant, dernière question, Jean-Yves, on est tous d'accord autour du plateau, tu as encore une bonne dizaine d'années devant toi, vu ton physique et ta bonne humeur, mais avec du recul, là aujourd'hui, quel regard as-tu de ton parcours professionnellement et humainement ? Je reste quand même beaucoup satisfait de mon parcours, dans le sens où je sais que c'est une chance que j'ai eue aussi, où beaucoup auraient aimé peut-être avoir ma carrière. Comme nous trois d'ailleurs. Non, après moi je suis quelqu'un de modeste, donc voilà, j'ai pas touché d'Europa League, Ligue des Champions, mais ça reste quand même une carrière modeste et j'en suis quand même fier. Et voilà, je pense que j'ai fait au mieux, j'ai donné le mieux que je pouvais pour arriver à mon but, donc aucun regret. Et tu pensais en faire ta carrière ? Pardon ? Est-ce que tu pensais en faire ta carrière footballeur ? J'ai toujours eu confiance en moi sur ça, donc c'est pour ça que je me suis donné les moyens. Hein. Quand je suis parti à l'étranger, depuis l'Allemagne, où j'avais 15 ans, je suis parti tout seul. J'avais pas d'accompagnant, donc je savais ce que je voulais. C'était pas facile, mais en tout cas, je savais ce que je voulais. Bon, en tout cas, bravo, hein, Jean-Yves. Merci. D'avoir partagé ton parcours avec nous durant l'émission. L'émission arrive à son terme, forcément, donc le temps est passé très très vite. Mais comme à chaque fois, petit tour de table, et je redonne le ballon à Ben. Merci d'être passé, Ben. Merci à toi, c'est un plaisir comme toujours. Donc, on a hâte d'être à la prochaine dès l'heure. Exactement. Evan ? Franchement, une belle première expérience. Tu reviendras ? Si t'as besoin de moi, je suis là. Bon, tant mieux. En plus, je sais que t'habites pas loin. Je plaisante bien sûr parce que t'es du côté de la Gazette du Val d'Oise, à qui je passe le petit coucou d'ailleurs. Merci en tout cas à vous deux d'être passés. Et puis le mot de la fin, il est pour toi, Jean-Yves. Un grand merci à vous pour l'invitation. Au plaisir, j'espère repasser aussi dans l'émission. Pourquoi pas. Et en tout cas, c'est un simple petit message à tous les jeunes footballeurs. Ne vous donnez pas de limites. Partez à l'étranger s'il faut. Partez à l'étranger s'il faut parce que les portes sont ouvertes là-bas. Et on respecte beaucoup les Français. Et à tous les parents aussi, laissez vos enfants aimer le football avant d'être exigeants avec eux. Et donnez-leur l'espace de s'exprimer. Okay. En tout cas, merci, très beau message. D'ailleurs, peut-être c'est une idée aussi pour l'émission, hein. S'expatrier peut-être à l'étranger, peut-être que ça peut nous ouvrir des portes également. En tout cas, merci messieurs pour cette émission. L'émission arrive à son terme. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à l'écouter en podcast. Merci à Damien Degor qu'on a eu au téléphone avec grand plaisir, à tous les trois, et à Damien comme à chaque fois au rendez-vous. N'oubliez pas également de vous abonner sur les réseaux sociaux. On est pressé de vous retrouver. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis surtout n'oubliez pas, le football ce n'est que du plaisir. Ciao.